Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Premier salon en présentiel pour moi depuis 2 ans, voire même 3. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec 3 auteurs québécois qui ont comme point commun d'avoir fait paraître dans la dernière année des romans qui nous amènent ailleurs. Je pense qu'on en a grandement besoin de ce genre de livre-là après avoir passé presque 2 ans confinés à la maison. Merci d'être avec nous. Je tiens à préciser que j'ai appris que je remplaçais à l'animation de cette causerie hier matin seulement. Donc, j'ai réussi à lire là, presque la moitié de chacun de vos romans. Je vous demanderai de ne pas vendre de punch pour ne pas gâcher mon plaisir parce que je compte bien les terminer là, après la rencontre. Alors, comment ça se passe? C'est que je vais parler une quinzaine de minutes avec chacun des auteurs. Donc, ce n'est pas une table ronde à proprement parler. Vous allez avoir la chance de découvrir un peu plus sur l'univers de chacun des auteurs qui seront, je pense, tous en dédicace à leur stand respectif après la rencontre. Donc, je commence sans plus tarder avec Madame Joanne Rochette. Donc, Joanne Rochette, après avoir complété une maîtrise en histoire à l'Université de Montréal, vous enseignez au collégial pendant une vingtaine d'années. En même temps, elle développe son écriture, d'abord en poésie, puis en scénarisation. Elle choisit ensuite de se consacrer au roman. Elle a publié Vent salé aux éditions VLB en 2011 et Quartz chez Mémoire d'Encrier en 2014. Une résidence de création en Colombie, obtenue grâce au Conseil des arts et des lettres du Québec, lui a permis d'amorcer les recherches et l'écriture du roman Le Rire de Garcia, que voilà, publié aux éditions L'Instant même. Joanne, bonjour. Bonjour. Votre roman est paru au tout début de la pandémie, en janvier 2020, au moment où le voyage devenait soudainement impossible, voire même dangereux, mais également où la promotion du livre prenait un tournant un peu particulier quand même. Comment ça s'est passé pour vous, la publication du Rire de Garcia? Effectivement, tout de suite après la publication, tout s'est fermé. Les gens ont eu le réflexe de se replier. Oui. Alors, j'ai pas pu faire les activités habituelles, venir dans les salons du livre, etc. Donc, je suis très heureuse de pouvoir venir cette année, parce que c'était en janvier 2020, et de pouvoir échanger avec les gens. Il y a un petit miracle qui s'est passé. Il y a une publication qui s'est faite en espagnol, en Colombie, une version espagnole de mon livre. Et ça m'a amené à faire des activités de promotion en ligne. Je ne pouvais pas me déplacer en Colombie, mais finalement, le fait que tout le monde se soit habitué à faire beaucoup d'activités en ligne m'a amené à faire énormément d'entrevues à distance, finalement. C'est intéressant parce que, bon, on parlera un peu plus de ce dont raconte, de ce dont parle Le Rire de Garcia, mais il y a quand même une petite notion de presque dénonciation quand même d'enjeux qui sont importants en Colombie, on s'en doute. Et là, en le lisant, je me disais, est-ce qu'il y a un risque de publier un tel livre? Et là, en sachant maintenant qu'il est publié même en Colombie, est-ce que c'est quelque chose qui est dangereux, mettons? Les Colombiens me trouvent courageuse, là. En Colombie, les gens qui dénoncent, que ce soit la corruption ou les problèmes environnementaux, ce sont souvent des leaders sociaux, des leaders autochtones, des leaders de groupes de femmes et des journalistes. Ils se font enlever. Il y en a qui sont assassinés. C'est dangereux. J'ai lu la semaine passée avec la COP 26 que la Colombie est devenue le pays le plus dangereux pour les leaders environnementalistes. Wow. Par contre, on en parlera tout à l'heure, le lien avec le Canada. Et moi, je me dis, moi, ici, j'ai le droit de parler. C'est pas parce que j'écris ce roman-là que je vais me faire emprisonner. Donc, je pense qu'on a le devoir de parler, ou en tout cas la possibilité, profiter de la possibilité de parler de certaines choses difficiles. Donc, rapidement, le Rire de Garcia nous raconte le parcours d'Iris qui va compléter ses études universitaires et qui décide de faire une recherche comparée sur le travail en Colombie et le travail des mines au Canada. C'est l'amorce du roman. Voulez-vous nous en dire un peu plus sur l'histoire du roman? Oui, absolument. Le roman se passe entièrement en Colombie, mais j'ai choisi de prendre le point de vue d'une Québécoise, savoir un petit peu plus de quoi je parlais. Et non pas que c'est pas possible pour un auteur de prendre une voix étrangère, mais je me sentais plus à l'aise de prendre la voix d'une Québécoise qui décide d'aller compléter son doctorat en Colombie, une histoire comparée, un doctorat en histoire, comparé entre le Québec et la Colombie, parce qu'une des choses qui me motivait le plus au début, c'était
comment ça se fait qu'on n'a pas un regard plus global sur les Amériques? Comment ça se fait qu'ici, mettons, au Québec, on se perçoit comme, bon, il y a le Québec, il y a l'Amérique du Nord, puis le reste, c'est le reste, c'est le Sud. Comment ça se fait qu'on n'a pas une conscience spontanée de l'ensemble des Amériques qui ont pourtant vécu la même chose, les mêmes phénomènes de colonisation, les Autochtones qui étaient ici depuis des millénaires, qui ont développé des cultures riches, très développées, et le grand choc de la colonisation européenne, qu'elle soit espagnole ou française, bien sûr, il y a des nuances, mais les Européens sont arrivés avec les mêmes motivations. Alors, ça a entraîné des conséquences qu'on vit jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc j'avais envie d'explorer ça. Donc, effectivement, le livre commence, on débarque avec Iris, c'est le nom de mon personnage, qui débarque à Bogota pour étudier pendant 2 ans. Et on va découvrir la Colombie à travers elle et on va découvrir un enjeu bien particulier. Au début du roman, vous dites que la Colombie est un pays qui exagère. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, c'est assez renversant. J'avais le goût de travailler là-dessus. La Colombie est un pays d'abondance, mais d'abondance. Je vais faire juste une petite image, juste ma petite plante que j'essaie de faire pousser dans mon salon, qui a une petite fleur toute maigre qui réussit à sortir si je mets ma plante vraiment collée dans la fenêtre. J'arrive en Colombie, puis c'est un arbre, cette plante-là, puis il y a 10 000 fleurs dans l'arbre. C'est un pays de surabondance à la fois dans la nature, les richesses naturelles, mais une abondance de tendresse, beaucoup, beaucoup de tendresse. J'ai découvert ce qu'on peut appeler un cercle d'amour en Colombie. Une abondance de violence, abondance de corruption, abondance de beauté, abondance d'une vie culturelle et intellectuelle qui est extrêmement riche, puis c'est ça qui m'a attirée, c'est la richesse de la vie intellectuelle là-bas. J'ai eu envie de suivre cette piste-là parce que ça allait tellement à l'encontre de l'idée générale qu'on se fait de la Colombie. Colombie, on pense tout de suite cocaïne, on pense à Pablo Escobar, on pense aux narcotrafiquants et on pense au conflit armé qui a déchiré la Colombie. Et quand j'ai découvert à quel point il y a une vie intellectuelle très, très riche, la littérature est très valorisée là-bas, j'ai eu envie de suivre cette piste et c'est pour ça que je l'ai située dans le milieu universitaire. Voilà. C'est intéressant parce que vos 3 romans, hein, Annie Perrault, son livre se passe en Russie, on pourra en parler, Vincent Brault à Tokyo, au Japon. Et ce sont des pays pour lesquels on a un imaginaire très riche, mais qui est quand même un peu pris dans les idées reçues, si on veut. Hein. Et je pense que on pourra en reparler avec vous deux, mais c'est peut-être un des enjeux aussi d'aller au-delà des idées reçues. Et du côté de la Colombie, ben, notre imaginaire est assez noir. Hein? Puis c'est intéressant que vous exploitiez ça, ce filon-là qui est plus riche. On parle ça donne envie d'aller chercher sur Google puis de voir. Hein, on parle de l'architecture, tout ça. Puis ça, c'était un enjeu principal, j'imagine, de se débarrasser de ces des préjugés. J'aime sortir des sentiers battus. Alors, c'est ça qui m'a intéressée. D'abord, quand je suis allée la première fois, c'était pas commun d'aller en Colombie. C'est pas le premier pays que les gens choisissent ici pour aller visiter. Un petit peu plus maintenant, parce qu'il y a beaucoup de régions qui sont beaucoup plus calmes et j'encourage tout le monde à y aller en passant, même si on parle du danger. Les régions touristiques sont assez sécurisées. C'est un pays magnifique à visiter. Mais aussi, ce qui m'intéressait, c'est de voir complètement une autre image du Canada. Je ne sais pas si je peux en parler. Oui, là, pas de problème. C'est le bon moment. Et Iris, le personnage, va découvrir complètement une autre image de notre pays. Je pense qu'on est nombreux à avoir encore cette image d'un pays paisible qui fait du bien dans le monde. Et quand on sort, ce qu'on découvre, c'est que le Canada est devenu un pays impérialiste d'une manière précise à travers ses compagnies minières. Alors, vite, je ne vais pas vous embêter avec les détails, mais plus de 75% des compagnies minières dans le monde sont inscrites au Canada, puis sont inscrites à la Bourse de Toronto parce que le Canada a fait des conditions particulièrement avantageuses pour ces compagnies-là. Puis les multinationales arrivent ailleurs et causent énormément de torts, pas toujours, mais souvent. Des torts environnementaux terribles, des torts aux groupes autochtones également. Et c'est à ça que mon personnage va être confronté et donc va avoir une réaction de colère. Et la question, c'est qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Est-ce que je m'engage? Est-ce que j'essaie de lutter? Est-ce que ça donne quelque chose? Et j'ai pas voulu créer un personnage qui est l'héroïne qui vient sauver les Colombiens, ce qui serait encore une attitude colonialiste. Elle se pose des questions, elle va explorer et elle va apprendre.
je ne veux pas vendre plus de punch, mais elle va apprendre en Colombie, finalement. Mais c'est intéressant parce qu'au final, de s'ouvrir à l'autre, de partir, de quitter son chez-soi, ça change les perceptions que l'on a, les idées reçues sur le pays que l'on visite, mais également sur son propre pays. Énormément. Puis finalement, la trame du livre, c'est ça, c'est vraiment la transformation, la métamorphose du regard d'Iris sur l'ensemble des Amériques. Donc, je passe par la Colombie, je passe par le Québec. C'est une transformation de ce regard. Alors, j'avais envie que les lecteurs puissent vivre cette même transformation. Donc, au début, on est avec elle, c'est une vision superficielle. Quand on arrive à quelque part, on a toujours une vision superficielle des choses. Et plus on reste là, plus on vit des événements, plus on va avoir une vision en profondeur de certaines portions du pays. Le but, c'était pas d'essayer d'expliquer la Colombie là, au complet. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu écrire ce roman-là sans aller en Colombie, sans avoir visité le pays? Il aurait été très différent, très différent. J'ai vraiment profité de mes séjours. J'en ai fait plusieurs. J'essayais beaucoup d'écrire sur place. J'ai fait beaucoup de recherches en étant ici, mais j'essayais de multiplier les recherches, mais multiplier les temps d'écriture là-bas pendant qu'on sent les atmosphères. Pendant que tu es assis dans un café ou dans ta chambre ou dans un parc ou sur une place publique, tu sens l'air, tu sens la lumière, tu vois les gens, tu sens l'énergie des gens, la fatigue des gens dans le transport en commun, des choses comme ça. C'était très important pour moi de sentir les atmosphères, remarquer les détails qui permettent de construire des scènes. Est-ce que c'est une déclaration d'amour à la Colombie? On peut le voir comme ça, une espèce d'amour-haine. Non, ça, c'est pas correct de dire amour-haine, mais j'aimerais parler du titre qui est Le rire de Garcia. Pour moi, le mot rire était vraiment pris dans les multiples sens du rire. Hein. On peut rire de joie, on peut rire d'énervement, on peut rire jaune aussi. Alors, pour moi, c'était une façon d'exprimer à la fois l'abondance, la joie, la beauté. C'est un pays qui est d'une beauté extraordinaire. Et en même temps, le rire jaune, c'est-à-dire on découvre bien sûr aussi la corruption, la violence, etc. Donc ça, j'avais envie d'en parler. Et les gens tombent beaucoup en amour avec la Colombie. J'ai rencontré beaucoup des Français, des Allemands, des Américains. Les gens tombent en amour parce qu'il y a vraiment quelque chose de très, très, très attirant à plusieurs niveaux là-bas. Beaucoup de beauté, beaucoup d'abondance, beaucoup de joie, de chaleur humaine, de tendresse. Dans votre roman, le personnage parle espagnol. On se doute que c'est plutôt nécessaire pour aller faire des études universitaires là-bas. Mais c'est intéressant, le rapport à la langue. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu? Bien, ça a été une grande aventure pour moi parce que quand j'ai décidé d'écrire un roman qui allait se passer en Colombie, je ne parlais pas espagnol. Et je me suis dit personnellement, t'es folle, là, tu es en train de te faire un plan extrêmement compliqué. Et je me suis dit, go, un pas à la fois. Donc, le premier pas, ça va être de m'inscrire à un cours d'espagnol. Alors, j'ai commencé à apprendre l'espagnol. Puis, évidemment, j'ai pris plusieurs cours. Puis, à chaque séjour, je me suis améliorée. Et je continue je me suis fait de nombreux amis, puis avec les activités là-bas. Alors, la découverte d'Iris, la découverte du pays, s'accompagne d'une découverte de la langue, hein? La langue qui porte un point de vue, la langue qui porte bien sûr un rapport au monde qui est unique. Et là, votre livre a été traduit en espagnol, on le disait en début de rencontre. Est-ce que vous l'avez lu dans la version traduite? Ah oui, j'ai eu une collaboration très étroite avec le traducteur qui est venu ici. Ce qui est assez rare quand même. Oui. Et c'est grâce aux échanges du Conseil des arts, une espèce de collaboration avec la Colombie, et lui parler des particularités du français québécois. En général, ils sont formés par des profs français à cause du réseau de l'Alliance française. Ouais. Et oui, une collaboration très, très étroite. Et lui-même a fait évoluer la langue dans le livre en espagnol au fur et à mesure qu'Iris maîtrise mieux son espagnol. Ah, c'est vraiment intéressant, ça. C'est quand même un plus de pouvoir lire la version traduite de son œuvre. Est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que vous reconnaissiez votre style? C'est toujours passionnant. C'est complètement une autre question. La traduction, c'est une transformation du texte. Mais le traducteur a vraiment travaillé très, très bien. Les éditeurs aussi à faire une révision soignée de la traduction. Alors, bien sûr, à la fois, c'est un choc parce qu'il y a une transformation de ton style, mais en même temps, c'est une grande joie parce que c'est rendre le texte accessible à d'autres personnes.
Et là, est-ce que vous travaillez sur un nouveau projet? Oui, absolument. Je vais juste dire que je vais profiter maintenant de ma connaissance de l'espagnol pour poursuivre un petit peu dans cette voie. Ouais. Ah oui, hein? Fait qu'on poursuit dans la découverte des Amériques multiples. Entre autres, en même temps que je suis dans l'écriture de nouvelles en ce moment, ça me passionne. Bien, merci beaucoup, Joanne Rochette. Donc, on peut vous retrouver en dédicace? Oui, au stand je vais de être tout à l'heure au stand, puis je vais être en dédicace aussi à 13h, mais je vais aller au kiosque tout à l'heure. S'il y en a qui ont des questions, vous êtes les bienvenus, ça va me faire plaisir, j'aime ça échanger. Bien, merci, puis bon salon, bon retour à la vie active d'auteur. Merci beaucoup. Alors, Annie Perrault, bonjour, merci d'être là. Merci à toi. Attendez, là, je suis mêlée dans mes notes, c'était pas dans l'ordre de... Alors, bon, OK. Annie Perrault, vous êtes née au milieu des années 70 sur le boulevard Taschereau. Ça, c'est la description de l'éditeur. Hein. J'aurais pas su ça autrement. Vous n'avez d'autre choix alors que de grandir avec des envies de dépaysement. C'est gentil pour le boulevard Taschereau. Vous fomentez donc des plans d'évasion. Vous cherchez la beauté et la poésie dans les livres, les films et les voyages. Diplômée de l'Université McGill en études russes et en littérature française. Vous publiez en 2015 L'Occupation des jours chez Druide, un recueil qui vous vaut une mention d'honneur du prix Adrienne Choquette. En 2018, La femme de Valence, publiée aux éditions Alto, est finaliste au Rendez-vous du premier roman, qui puis paraît en France chez Le Nouvel Attila et en anglais au Canada chez Québec Fiction. Vous faites paraître Les Grands Espaces cet automne, un roman encore une fois chez Alto. Un roman qui est surprenant, hein, où 3 voix s'entrecroisent. Il y a des personnages qui sont à Montréal, d'autres qui sont en Russie. Pourquoi avoir choisi de faire s'entremêler comme ça les voix dans votre roman? Bien, au départ, ça devait être un livre avec 2 personnages, donc Anna et l'ours, qui devaient seulement se passer d'une berge à l'autre du lac Baïkal en Sibérie. Donc, j'essayais de me déjouer parce que je sais que j'ai tendance à faire des romans qui partent dans toutes les directions. Alors là, je me suis dit, là, tu vas avoir une trajectoire simple, pas moyen de s'éparpiller. Et finalement, c'est pas ce qui est arrivé. Donc, c'est parti. Il y a un personnage en Californie qui a surgi, que je trouve intéressant. Après ça, en tout cas, il y a plein d'affaires qui se sont ajoutées. Et j'ai décidé de suivre ça, de me dire, en fait, c'est ça qui m'intéresse. On n'ira pas contre nature, même quand tu fais des plans de romans avec une seule ligne. C'est pas tant ce qui m'intéressait, c'était d'explorer l'idée de traverser. Écrire un livre, c'est aussi une traversée. Donc, le point de vue de la création s'est ajouté. Des points de vue de mes propres voyages de jeunesse. En fait, il y a quelque chose aussi comme un hommage aux voyages de jeunesse dans ce roman-là, les rencontres qu'on peut faire dans une vie, donc des gens avec qui on va partager un bout de train, une chambre d'hôtel, un verre dans un bar, mais qui vont avoir une incidence sur notre vie. Donc, il y avait une partie de ça. C'est intéressant parce que moi, je ne suis que du côté de la lectrice. Hein. La création, tout ça, je trouve ça admirable, vraiment. Et en entrevue, je pense que c'est en entrevue, je vous ai lu, vous disiez que vous vous donniez le droit d'aller dans tous les sens, de vous laisser habiter par votre création. Et ça, je trouve ça admirable aussi, de laisser un peu la place au chaos, finalement, à travers la création. C'est un peu, finalement, le résultat des grands espaces. Oui, bien, il y a une part de chaos dans la création, dans l'accumulation de matériaux, dans ce qui revient de nos souvenirs, de nos propres obsessions. Mais écrire un roman aussi, c'est donner une forme, c'est organiser, c'est structurer. Moi, j'adore la partie architecture. Donc, je savais pour ce roman-là que je voulais un roman divisé en 4 points cardinaux. Okay. Ouais. Et à la fin, il me restait le Sud. Donc, le Sud a été complexe et je me suis immiscée dans le Sud, alors qu'il n'est pas le point cardinal qui me correspond le mieux, à part d'avoir peut-être grandi sur la rive sud de Montréal. Mais c'est ça, il y a des liens dans nos propres vies. Donc, moi, je cours dans la vie et je cours sur un lac, le lac Champlain, en hiver, en étant à la fois fascinée par la beauté des lieux et terrorisée à l'idée que la glace cède sous mes pieds. Donc, je pense que le point de départ initial vient de cette idée-là, de faire un parallèle entre 2 lacs, 2 paysages différents, 2 pays qui ont des histoires complètement différentes. Et pourtant, moi, quand j'étudiais en études russes, j'ai eu la chance d'aller pendant tout un automne en Russie et j'étais hébergée dans des familles, j'allais à l'université.
Et je me sentais tellement près et accueillie. J'avais vraiment l'impression d'être en famille chez eux, même s'il y avait plein de barrières de langue, de conditions économiques. Donc, c'était en 96, alors que la Russie se reconstruisait après l'effondrement du bloc soviétique. Donc, c'était une époque déboussolante, désorientante pour eux, mais pour moi aussi qui visitais. Fait que vous vous sentiez plus chez vous en Russie que sur le boulevard Taschereau? Oui, bien ça sera le sujet du prochain roman, d'où on vient, les origines, tout ça, l'identité. Mais c'est sûr que c'est des questions qui m'intéressent, qui m'habitent, que je trouve riches aussi. Revenons au cœur du roman. Qui sont les trois femmes? OK. Donc, il y a Anna, qui est un personnage désorienté qui apparaît en pleine tempête de neige sur le lac Baïkal et qui a une idée fixe, un peu poétique, détachée de la réalité, qui est de traverser le lac, mais pas une traversée en courant ou organisée, vraiment une traversée spontanée, obsessive. Je vais me rendre de l'autre côté. Il y a le lac, qui est un personnage aussi qui prend la parole, qui raconte donc la traversée d'Anna. Anna va faire la rencontre d'un homme isolé au lac Baïkal qui s'appelle l'ours. Donc ça, c'est du côté du nord. Du côté de l'ouest, il y a le personnage d'Éléonore, on est dans les années 60, qui voit le magnifique sourire de Yuri Gagarin à la télévision et qui tombe follement amoureuse. De façon obsessive aussi, déconnectée de la réalité. Donc, il y avait une part d'exploration qui est de dire qu'est-ce qui compose une part de rêverie dans notre vie, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé. Donc, ça, c'est le personnage d'Éléonore. Et il y a celle qu'on ne voit pas, qui s'infiltre dans sa création en racontant... un peu comment ce qui vient dans le roman, d'où ça vient dans notre propre vie, qu'est-ce qu'on croise dans nos vies. Donc, il y a elle-même, elle rencontre un homme russe à Montréal et ça lui fait redécouvrir sa fascination de jeunesse pour la Russie. Donc, je ne vais pas en dire plus. Ce roman-là, on le sent quand même assez personnel parce que, bon, on l'a dit, vous avez vous-même écrit, pas écrit, mais étudié, même vécu en Russie. Le personnage de celle dont on ne voit pas le nom, on peut s'imaginer que, en tant que lectrice, en tout cas, on peut s'imaginer que c'est grosso modo vous, là. Oui. Qu'est-ce que ça représente comme défi d'écrire un roman qui est plus près de soi? Bien, pour moi, c'est aussi un franchissement de limite parce que j'ai toujours été assez secrète, réservée, pudique dans la vraie vie. Et là, j'avais envie de ça. J'avais envie d'une exposition, d'un dévoilement. Et là, peut-être pour faire un parallèle avec les lieux ou les paysages, donc le roman, c'est aussi une exposition à la nature, à ce qu'il y a de plus grand que soi, dans l'ordre du vivant. Et moi-même, c'était une façon de m'exposer tout en respectant peut-être un certain mystère ou un petit flou entre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Donc, mais c'est assumé, là. Je détourne le cours de mon roman tout en travaillant sur les deux fronts. C'était le défi qui m'intéressait, c'est-à-dire de le filon de la fiction pure, vraiment qui part dans plein de directions avec l'espace, Yuri Gagarin, la Russie, mais aussi des choses plus anodines, mais qui sont mises en parallèle donc, avec ce qui se passe dans la fiction. C'est une question que je me pose un peu, que je poserais à vous trois presque, mais quand on écrit comme ça, puis que les frontières sont floues avec la fiction et la réalité, est-ce que c'est un jeu qu'on fait? Est-ce qu'on s'attend à ce que le lecteur soit déboussolé? Est-ce que ça vous dérange quand les gens vous demandent « Hey, c'est-tu vous, ça? Ça t'est-tu vraiment arrivé? » Ou c'est quoi la réaction qu'on a par rapport à ça? Bien, Vincent aussi, là, il y a le même jeu, pour en parler après, puis Joanne aussi. Donc, c'est sûr que je pense pour les proches, c'est déboussolant de lire un livre quand on peut reconnaître des bouts. Ouais. Puis en même temps, je pense qu'il y a quelque chose de touchant d'avoir accès à ce qui l'univers de création, hein, ce qu'il y a en dessous. Mais en bout de ligne, tu sais, pour moi, moi-même, là,
les personnages, les situations les plus fictives sont parfois celles qui révèlent le plus de moi et les parties plus autobiographiques, si vous voulez dire. Si vous voulez, je m'amuse plus à mettre autre chose là-dedans. Là, donc, en tant que créateur, c'est pas si clair non plus. Là. Ouf. Le premier roman que vous avez écrit, La femme de Valence, se passait en Espagne. Celui-ci se déroule en grande partie en Russie. Est-ce que le voyage est un stimulateur, un moteur de création? Bien, j'aime partir d'une idée de lieu. Donc, en Espagne, c'était un lieu de villégiature, de vacances chaud, et ça raconte le moment le plus glacial que j'ai vécu dans ma propre vie. Alors que là, je partais de la Sibérie, qui est comme un grand cliché. Quand tu imagines la Sibérie, tout de suite, tu as des images de froid, de blancheur, de silence. Et là, à l'inverse, j'avais envie d'en faire un endroit de confidence où on allait trouver une certaine chaleur, une prise de parole, donc briser le silence. Donc, ça a été un roman de contraste malgré moi. Je voulais parler du froid, mais je pense que ça ne parle pas juste de froideur et de froid. Et au-delà des voyages, ce qui semble être un thème récurrent, des thèmes qui récurrents dans votre œuvre, c'est la course, on l'a dit, ça vous habite dans la vraie vie, c'est présent également dans vos deux romans. Et les femmes qui sont fortes, qui sont courageuses. Pourquoi on retrouve ces thèmes-là, selon vous? Bien, la course, mais le mouvement en général. Donc, je pense qu'on se déplace beaucoup, que ce soit en marchant, en train. Éléonore, elle se déplace en vélo, elle fait du surf sur les vagues. Je pense que je suis quelqu'un qui a besoin d'être en mouvement dans la vie. J'aime les femmes qui ont de l'élan, qui foncent. C'était une façon pour moi de rendre hommage aux femmes qui m'ont précédée, aux femmes que je côtoie, aux femmes que j'imagine venir après moi, dont ma fille, tout ça. Je trouve aussi que les personnages de femmes, il y en a des très beaux dans la littérature, mais sont souvent passifs ou objectivés. Donc, je me dis, c'est aussi à nous de mettre les femmes qu'on a le goût de voir dans les romans. Donc, moi, c'était un parti pris de ce côté-là. Puis est-ce que vous faites violence pour vous asseoir et écrire? Ah, mon Dieu! Est-ce que c'est l'inverse du mouvement, là? Moi, si je pouvais écrire aussi bien que je cours, avec la même discipline et aisance, ça irait très bien. Mais non, c'est un défi. Je trouve ça difficile, écrire, confrontant. Je suis beaucoup du côté du doute. Donc, le doute est omniprésent et j'apprends à vivre avec. Donc, le doute et le chaos. En même temps, en tant que lectrice, j'aime les auteurs qui doutent. Oui, plus que les auteurs qui ont de l'assurance et qui en mettent trop. Fait que c'est tout à votre honneur de douter. Tout de suite après, je vais m'entretenir avec Vincent. Vous avez mais attendez, Annie, c'est pas fini, là, il restait la cerise. Vous avez en commun d'être tous les deux d'avoir été finalistes au prix du premier roman qui est organisé en collaboration avec le Festival de Chambéry. Vous pour La femme de Valence, Vincent pour le surprenant cadavre de Kowalski. Et vous êtes en ce moment même tous les deux, pas finalistes, mais plutôt sur la liste préliminaire du prix des libraires. Comment vous vivez avec les prix littéraires? Qu'est-ce que ça représente pour vous dans votre vie d'autrice? Bien, d'être sur la longue liste du prix du libraire, ça me fait vraiment plaisir. Surtout quand le livre sort comme ça rassure. Puis en même temps, je mesure ma chance. C'est comme un automne, une année où il y a eu beaucoup de parutions. Et pour avoir moi-même été sur des jurys, tu sais, oui, ça veut dire quelque chose, puis en même temps, il y a tellement de bons livres qui sont laissés de côté. Donc, j'essaie de prendre les honneurs quand ils viennent, puis quand ils ne viennent pas, d'être en paix avec ça aussi. Donc, je pense que c'est la meilleure façon de le faire. Et qu'on a un parcours similaire à cet égard. On est un 3e livre. C'est ça, le parcours d'un livre, c'est un peu mystérieux. Ouais. Donc, nous, on l'accompagne. Et est-ce que vous travaillez sur un nouveau projet en ce moment, avant de compléter? Oui, et le prochain projet, donc, je suis moi-même consciente de me dire, mon Dieu, j'ai situé tous mes romans à l'extérieur du Québec. Je pense que j'évitais quelque chose. Et là, je suis prête. Donc, le prochain, c'est vraiment un roman qui se passe au Québec, qui parle de filiation, d'origine, de classe sociale, d'histoire. Et j'y pense, là, je commence à peine. Donc, c'est là que je vais enfin comprendre ce qui se passe sur le boulevard Tachereau. Oui. Yes. Donc, on vous retrouve en dédicace à votre stand après la rencontre. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance pour le prix des libraires.
Vincent, bon, je me retrouve dans mes notes. Bon, bonjour Vincent, Bonjour. merci d'être là. Vous êtes né à Montréal en 1978. Il y a quelque chose aussi dans les dates, hein. On est pas mal dans la même génération pour nos trois auteurs. Vous avez publié 3 romans, Le cadavre de Kowalski en 2015, qui était finaliste, on l'a dit, au prix du rendez-vous du premier roman, La charte de Clémentine en 2017 et Le fantôme de Suzuko en 2021, tous 3 parus aux éditions Héliotrope. J'ai changé de page. Alors, dans Le fantôme de Suzuko, votre personnage principal, qui je pense s'appelle Vincent, hein, quand même pour nous mystifier encore plus, erre dans Tokyo, ville où son amoureuse est disparue mystérieusement et il a l'impression de la croiser sans arrêt dans la ville. Comment vous décrivez ce 3e roman-là qui a des allures de roman japonais quand même un peu? Bien, ça fait assez plaisir de penser que ça a l'air d'un roman japonais parce que je pense que c'est un peu ce que j'ai voulu faire. Puis, peut-être étonnamment, ça n'a pas commencé, l'écriture n'a pas commencé avec cette idée du deuil, mais je pense que c'est l'idée qui s'est imposée en cours d'écriture, l'idée du deuil, puisque ce roman-là a commencé par une résidence d'écriture de 3 mois à Tokyo, OK. dans une galerie d'art contemporain. Et donc, toute l'action se déroule dans le milieu de l'art contemporain à Tokyo. Et à la base, quand j'étais à Tokyo, j'ai fait des entrevues avec des Japonais, des Japonaises qui ont vu des fantômes. Et j'ai collecté ces histoires-là de fantômes et je me suis inspiré de ces histoires qu'on m'a racontées pour écrire Le fantôme de Suzuko. Et à la base, je voulais écrire une espèce de Ghostbuster japonais avec plein d'histoires de fantômes, inspirées de chacune ou presque des histoires de fantômes qu'on m'a racontées. J'en ai collecté une 40aine quand j'étais au Japon. Je les ai toutes enregistrées avec mon téléphone, etc. Et donc, mais c'est pas du tout ce que j'ai écrit. C'est pas du tout ce que j'ai écrit. Je pense que quand j'étais à Tokyo, j'étais occupé par une ancienne histoire d'amour, une femme qui devait venir me rejoindre à Tokyo et qui malheureusement n'a pas pu venir me rejoindre à Tokyo. Et donc, ça a été ce sentiment de manque, où je dis dans le roman la présence des absents, Ouais. comme si les absents, finalement, Prennent toute la occupent parfois plus de place que les personnes qui sont vraiment présentes. Ce sentiment vraiment la présence des absents. Ouais. C'est vraiment une présence fantomatique, finalement, d'avoir l'impression de revisiter une ville. Dans mon cas, c'était ça, à Tokyo. La revisiter, mais sans cette personne qui aurait dû, à quelque part, être là et qui n'est pas là et qui est donc d'autant plus présente dans le livre. Est-ce que Tokyo, c'est une ville qui est difficile à décrire? Parce que, encore une fois, on le disait tout à l'heure, il faut faire attention aux idées reçues. En même temps, il y a quelque chose de très japonais dans votre livre et on y va dans pas les clichés, mais finalement dans ce qu'on sait de Tokyo en lisant le fantôme de Suzuko. Est-ce que ça a été difficile de créer ce personnage-là qui est Tokyo, finalement, dans votre livre? Bien, je pense qu'en effet, Tokyo, c'est vraiment un des personnages principaux de mon livre. Puis, de toute façon, Tokyo, ça n'existe pas. C'est 38 millions d'habitants. Il y a des Tokyo. Puis moi, j'habitais dans Sumida, qui est un petit quartier central, mais Tokyo n'est pas construite autour d'un centre. Il y a, dans mon expérience, peut-être une dizaine de centres-villes à Tokyo. Et c'est vraiment pas comme, par exemple, à Montréal, où tu as downtown. Vraiment, là, c'est éparpillé. Et donc, moi, j'étais dans un de ces centres-là, mais qui est un petit peu excentré, Sumida, près de la rivière Sumida, justement. Et près de Ginza, qui est vraiment le quartier artistique de Tokyo. Bon, et étonnamment, Ginza, c'est un quartier qui, la nuit, est très blanc. L'éclairage est complètement blanc. Et c'est un quartier vraiment magnifique, assez paisible. J'ai voulu quand même montrer un Tokyo, peut-être qu'on Oui. certaines parties de Tokyo qu'on ne voit pas si souvent, dont Ginza, parce qu'on pense à Akihabara, où là, le personnage, il va juste une soirée, puis là, c'est très clinquant, avec des lumières de toutes sortes de couleurs, mais
mais vraiment, c'est une petite partie de Tokyo. La plupart de Tokyo, c'est assez sombre, c'est assez mal éclairé, peu éclairé, puisque ils essaient de préserver un peu, pas trop dépenser d'électricité. Bon, donc, mais Tokyo, je pense que c'est pour ça que je dis que ça n'existe pas. C'est 10 000 villes dans une ville. C'est la population du Canada dans une ville. C'est drôle parce qu'à la fois, il y a des idées reçues qui sont bien présentées dans le roman, mais il y a également quelque chose qui est très surprenant. Par exemple, le personnage se promène en vélo. En fait, on dirait que c'est comme si c'était un Tokyo vide. On le sent pas, là, le Canada à l'intérieur d'une ville. T'sais, il se promène en bicycle, il va marcher dans les jardins. Il y a quand même quelque chose de super relax puis apaisant qui est à des années-lumière de ce que j'avais comme image de Tokyo à travers le cinéma, par exemple. Mais je pense que c'est ça aussi, Tokyo, c'est-à-dire... bon, moi, j'avais apporté mon vélo à Tokyo, donc j'ai vraiment parcouru Tokyo à vélo. Et les rues sont étonnamment calmes au niveau du sol, puisque il y a beaucoup d'autoroutes aériennes à Tokyo, et donc le trafic se déroule sur les autoroutes aériennes, mais qui sont au 6e, 7e, 8e étage. Donc, on les voit pas. On passe sous une autoroute aérienne, on n'entend rien. C'est pas sombre, c'est pas comme je sais pas, les autoroutes aériennes à Montréal au 2e étage. Il n'y a rien en dessous. Là, il y a des habitations en dessous, il y a des commerces. J'ai pris l'autobus pour aller au Mont Fuji. Puis là, je cherchais la gare. C'est quoi la gare? Il fallait prendre un ascenseur. La gare était au 8e étage. Et donc, la gare d'autobus. Et j'ai embarqué dans l'autobus au 8e étage. Et là, donc, tu es au 8e étage du building et la rampe d'autoroute passe par là. Et donc, on embarque sur l'autoroute depuis le 8e étage du building. Et donc, Tokyo, c'est ça aussi. Et en effet, au niveau du sol, le personnage se promène beaucoup à vélo. Et, ouais, c'est assez étonnamment tranquille. Et en même temps, une ville comme celle-là, avec... C'est une ville de science-fiction presque, là. Fait qu'il y a déjà quelque chose d'amorcé dans la création, on dirait. Oui, bien, j'avais l'impression, surtout au niveau de l'architecture, bon, on vient de refaire un peu la place des festivals à Montréal. Il aurait construit ça il y a 30 ans à Tokyo. Mais littéralement, eux, ils sont 30 ans à l'avance. J'ai rencontré des architectes là-bas et c'est ce qu'ils disaient. Ils disaient, si tu veux voir ce qu'il va y avoir en Europe dans 20 ans, regarde ce qui se fait aujourd'hui à Tokyo. Wow. Et donc, oui, il y a ça, mais en même temps, il y a toutes sortes de petits jardins. C'est vraiment la modernité. Bon, ça c'est peut-être un cliché de le dire, mais il y a vraiment la modernité et en même temps une sorte de paix où plusieurs petits jardins, des petits sanctuaires shinto partout dans la ville, beaucoup de cimetières, des petits cimetières bouddhistes, des grands cimetières. Parlant de cimetière, je vais prendre la balle au bon. Ce qui semble habiter votre œuvre depuis le cadavre de Kowalski, c'est quand même la notion de mort. Ouais. Et là, dans ce que vous me dites à propos du fantôme de Suzuko, c'était même pas prévu et ça s'est infiltré finalement dans le récit. Ça va? Ah oui, bien, complètement. Bien, au fond, je pense que ça s'est construit comme... C'est rendu conscient. Mon thème, vraiment, c'est la mort. Et ça vient de... Moi, ma mère est décédée quand j'avais 19 ans. Et je pense que c'est des événements comme extrêmement... En tout cas, pour moi, pour ma part, mais je pense que tout le monde qui perd quand même un parent qui lui est cher en relativement comme bas âge, ça a vraiment marqué mon imaginaire. Puis j'y reviens, le fantôme de Suzuko, c'est peut-être ce fantôme de cette ancienne amoureuse, mais c'est le fantôme de toutes les pertes. Le fantôme de ma mère aussi, ou même le fantôme de Tokyo, de cette perte-là. C'est-à-dire que cette ville dans laquelle je me suis senti quand même vraiment si bien, vais-je pouvoir y retourner seulement? Bon, là, c'est la pandémie. J'ose espérer que je pourrais y retourner, mais... quand même, c'est des espaces de vie qui ont disparu. Et bon, j'ai habité là, à Tokyo, mais aussi à d'autres endroits dans le monde. Et je pense que j'ai un attachement assez particulier au lieu.
J'ai habité aussi en Écosse, à Édimbourg, et peut-être ces deux lieux-là, finalement, continuent à me hanter. Et c'était assez étonnant dans l'écriture du Fantôme de Suzuko, puisque je l'ai écrit à Montréal. Et ça m'a pris, un gros 2 ans, 2-3 ans à l'écrire. Et à chaque jour, durant l'écriture du Fantôme de Suzuko, j'étais à Tokyo. Ouais. Mais littéralement, j'étais beaucoup sur Google Maps, mais j'étais beaucoup à me remémorer des coins de rue, la nourriture que je mangeais là-bas, évidemment, les gens, beaucoup. Et je pense que ça a été une assez grande libération quand le livre est sorti, dans la mesure où là, Tokyo est un peu sorti. C'est comme de faire revivre une amante là, partie, finalement. Là. Oui, mais je pense que tout ça, ça s'est épuisé dans le processus. Okay. Et j'ai eu besoin de ça pour faire le deuil, finalement. Le deuil peut-être de Tokyo, mais aussi de cette ancienne amoureuse-là. L'auriez-vous écrit de la même façon si vous l'aviez écrit à Tokyo? Je ne sais pas si j'aurais pu l'écrire. J'étais trop excitée là-bas. Je voulais trop profiter. Je voulais pas être dans, je sais pas, tellement d'introspection ou d'écriture du réel dans le réel. Je suis revenu avec 500 pages de notes, là, quand même. Mais c'était vraiment des notes. J'ai rien écrit d'autre que des notes là-bas et je voulais vraiment vivre. C'était vraiment des notes sur un peu plus journal intime que j'ai écrit à Tokyo. Et justement, parlant de journal intime, ce roman-là, on le sent plus intime aussi, plus près de vous, alors qu'il est complètement ailleurs de votre réalité d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Je me trompe pas? Non, mais je pense que c'est mon roman le plus intime et c'est étonnant parce que c'est vraiment pas ça que je voulais écrire. Ouais. Mais en même temps, à un moment, c'est quand même un petit roman là, à 200 pages, mais j'avais à peu près 1000 pages là, de texte avec les premières versions. Puis, tout ce qui est resté en faisant le travail, c'est ce récit-là plus intime qui apparaissait, mais dans lequel qui me faisait peur, je pense, pour toutes sortes de raisons. Ou peut-être j'avais pas assez confiance. Je me disais, là, ça va pas intéresser tellement les gens. Mais finalement, c'est pas tant ça va pas intéresser les gens, mais est-ce que moi-même, ça m'intéresse? Puis c'est vraiment, j'ai eu beau lutter, c'est quand même ça qui est apparu. Puis peut-être c'est un peu lié aux histoires de fantômes que je recueillais, c'est-à-dire que c'est cette hantise-là qui a pris le contrôle de mon livre. Je ne vais pas faire trop d'ésotérie, là, mais quand même, c'est quelque chose qui s'est littéralement imposé, ce qui s'est moins produit pour mes deux livres précédents. Peut-être j'avais plus le contrôle. Là, j'ai donné le contrôle à... peut-être j'ai laissé cette idée-là du contrôle un peu de côté. Qu'est-ce que la société japonaise vous a appris? Qu'est-ce que vous retenez de ce passage-là au Japon? Je retiens vraiment plusieurs choses, mais là, ce qui me vient à l'esprit, c'est quand même la gentillesse des Japonais, des Japonaises. Et ça passe... on a cette idée de la froideur là, des Japonais. Moi, c'est vraiment pas mon expérience. Et dans le roman, ça apparaît un peu. Je pense que, en tout cas, les Japonais avec qui j'ai eu des contacts, je pense que ça leur faisait du bien. Ils aimaient bien les étrangers parce qu'avec les étrangers, ils pouvaient justement se permettre plus d'affection et ça leur fait du bien, cette affection-là. Et donc, moi, j'ai reçu beaucoup de cette affection-là de Japonais, Japonaises que j'ai rencontrés. Et aussi, peut-être que la gentillesse vient d'une sorte de politesse japonaise, mais on peut penser que c'est superficiel, la politesse, mais c'est vraiment un lien social. On rencontre des gens, j'ai fait beaucoup des vernissages là-bas au Japon, et tu rencontres 4-5 personnes au vernissage. Le lendemain, tu as 4-5 courriels. Tu dis, c'était vraiment sympathique de te rencontrer. J'espère qu'on va se revoir. Peut-être que j'allais pas revoir toutes ces personnes-là, mais c'était tellement gentil. Et donc, un peu la politesse et la gentillesse sont un peu entremêlées.
Ouais, une douceur assez étonnante finalement, parce que c'est pas ce à quoi on pense quand on pense au Japon ou à une grande ville comme Tokyo. Et Tokyo, encore une fois, c'est des petites communautés. Moi, j'étais dans la petite communauté de l'art contemporain. Et donc, cette petite communauté-là, ben, elle avait ses particularités. Mais ça marche en tout cas, parce qu'on sent le Japon dans votre roman. On est déstabilisé. Ça vient flatter ce qu'on sait, puis apprendre autre chose, puis en même temps, tu sais, la gentillesse, tout ça, on le sentait. Fait que vraiment, vos 3 romans sont immersifs et franchement, ça fait du bien de lire autre chose. Et j'avais pas envie de lire des récits de confinement. Et vraiment, ça nous a amenés ailleurs. Donc, je vous invite à aller vous procurer ces romans-là si vous avez besoin de sortir un peu de la maison. Vincent, vous serez en dédicace au stand d'Héliotrope. Annie Perrault au stand de Alto. J'ai pas montré vos romans. Alors, Le fantôme de Suzuko pour Monsieur Brault, Les grands espaces pour Madame Perrault et Le rire de Garcia de Madame Rochette. Je vous remercie tous les 3 pour votre générosité aussi parce que j'ai pris ça sur la volée et vous m'avez bien servi. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci.